Gideon était un membre raté de la troupe des héros, qui s'est fait virer parce qu'il était trop faible. Cependant, après avoir quitté le pays, la princesse un peu bizarre qui était amoureuse de lui le suit. Maintenant, elle va le forcer à vivre avec elle tout en prévoyant de le garder, pour qu'il ne la quitte plus jamais. Avant d'être mis à la porte, Gideon travaillait comme chevalier dans la troupe des héros, combattant aux côtés de sa puissante sœur, Ruthie. Mais le sage du groupe, Aries, a toujours pensé qu'il était un mâle bêta. Pour prouver son point de vue, Aris a créé une barrière magique et a défié Gideon de la détruire avec une simple épée. Gideon n'a même pas réussi à rayer la barrière. Aris a utilisé cet échec comme preuve finale et a humilié Gideon en le bannissant de l'équipe. Le pauvre guerrier apprenti chevalier n'a même pas riposté. Au lieu de cela, il a accepté son sort, a changé de nom pour s'appeler Red et s'est rendu dans le paisible village de Zoltan pour commencer une nouvelle vie. Sa principale halte est la guilde locale des aventuriers, où il vend sa récolte quotidienne à la réceptionniste, Maigria. En quittant la guilde, Red croise un jeune garçon du coin nommé Tanta. Il admire Red et lui promet que, lorsqu'il sera devenu charpentier, il lui construira une boutique de pharmacie. Plus tard dans la soirée, Red est dans sa chambre en train de compter l'argent qu'il a gagné en vendant toutes les herbes médicinales. Il se rend compte qu'il lui faudra au moins 6 mois pour économiser assez afin d'ouvrir sa pharmacie. Soudain, on frappe à sa porte de façon frénétique. Il s'avère que c'est le père de Tanta, Gonz, qui panique comme un homme complètement dépassé. Il explique que Tanta est atteint d'une grave maladie et qu'il risque de perdre la vie. Immédiatement, Red va voir si l'enfant est réellement en train de mourir. Red affirme que Tanta souffre d'une maladie rare appelée œil blanc. Si le problème n'est pas traité dans les 24 heures, le garçon deviendra aveugle à jamais. Il explique que seule une herbe spéciale appelée aiguille de sang peut le guérir. Gonz est prêt à tout pour sauver son fils, alors il tombe à genoux et propose de donner $1 million à Red en échange. Sans hésiter, Red décide d'aider, non pas pour l'argent, mais parce que Tanta est son ami. Red traverse les montagnes comme un fugitif. Il atteint l'endroit où poussent les aiguilles de sang. Soudain, un hibou-garou surgit de l'ombre et se jette sur lui, mais Red dégaine calmement son épée et lui entaille profondément la poitrine, comme si de rien n'était. Puis Red apporte les herbes à Gonz juste à temps, et ils parviennent à guérir la maladie de Tanta. La famille du garçon et le médecin du village sont incroyablement reconnaissants. Plus tard dans la soirée, alors que Red se promène dans les bois, Gonz vient le voir pour lui exprimer à nouveau sa gratitude. En tant que maître charpentier, il propose de construire la pharmacie de Red en remerciement d'avoir sauvé son fils. Lors de l'inauguration de la boutique, Red surprend des clients en train de parler de la guerrière intrépide nommée Ruthie et de ses récentes victoires. Apprendre que le groupe des héros réussissent en lui procure un sentiment de paix. De retour à la guilde des aventuriers, une célèbre aventurière de rang à nommer Rislet arrive pour remettre un rapport. Elle explique qu'ils viennent d'organiser une fête pour l'ouverture de la pharmacie locale. Rislet est intrigué et Maigria continue en parlant du propriétaire de la pharmacie, le qualifiant d'homme le plus aventureux et le plus séduisant du village. D'un autre côté, la toute nouvelle pharmacie de Red est un échec monumental. Il s'appuie sur le comptoir, le regard dans le vide, essayant de comprendre pourquoi il n'a aucun client. À ce moment-là, la clochette de la porte retentit et une femme entre, le reconnaît instantanément et l'appelle par son ancien nom, Gideon. C'est l'aventurière de rang A, Rislet, et les deux s'installent pour partager une tasse de thé bien chaude. Il s'avère que cette nana qui ressemble à Kim Kardashian est en réalité la princesse d'une nation appelée la Gervia. Cependant, elle a abandonné sa vie royale parce qu'elle en avait marre des jeux politiques qui détruisaient sa famille. Après ça, elle a rencontré Red et ses coéquipiers, et ils partaient ensemble en mission. Quand Rislet l'appelle par son ancien nom, Gideon, il lui explique qu'il se fait désormais appeler Red. En entendant cela, elle essaie de le draguer juste pour vérifier s'il a des problèmes d'érection. Comme le grand sentimental qu'il est, Red avoue qu'il a choisi son nouveau nom parce que le bout de ses airbags est rouge. Malheureusement, elle semble flattée par ce geste pathétique. Elle lui demande alors ce qu'un ancien chevalier de haut rang fait à se cacher dans une ville paumée comme Zoltan. Red lui dit qu'il était devenu un poids pour le groupe, mais Rislet n'est pas d'accord et affirme qu'il était un guerrier puissant. Pour échapper à cette fille en colère, Red va à la cuisine préparer un peu plus de thé. Il la porte à table, et au moment où Rislet en prend une gorgée, elle déclare que ça a exactement le goût de son jus de saucisse. Cette remarque les rend tous les deux gênés, puisqu'ils ont eu des vies plutôt coquines par le passé. Ce souvenir les ramène dans un bar bruyant où ils se sont rencontrés pour la première fois. Un vieil homme ivre embêtait une femme encapuchonnée qui n'était autre que Rislet. Avant que les héros n'aient pu intervenir, elle s'en est occupée elle-même, envoyant le type au sol. Elle a ensuite dit avec arrogance au groupe de héros qu'elle n'avait pas besoin de leur aide, exhibant son statut de princesse de la Gervia. De retour dans le présent, ils évoquent un souvenir plus récent, lorsqu'ils faisaient du repérage en montagne, rien que tous les deux. Alors qu'ils discutaient au beau milieu de la nuit, Rislet affirme avoir trouvé des traces étranges menant à une cabane isolée. Red a écouté prudemment ses élucubrations et a révélé que l'armée du Seigneur Démon était probablement impliquée. Il a suggéré qu'il fasse équipe pour aller voir, mais la fierté de Rislet a pris le dessus. Elle refuse son offre, affirmant que la Gervia mène et gagne ses propres batailles sans aide. Red a respecté sa décision et lui a proposé des biscuits, probablement juste pour changer de sujet. Mais la femme à la poitrine gigantesque se met à baver comme un labrador et dit que c'est délicieux.
Dans le présent, Red la taquine en disant que son compliment n'était qu'une politesse de façade. Il affirme que Rislet n'était pas vraiment honnête avec ses sentiments à l'époque et qu'elle n'a appris à l'être qu'après avoir affronté le démon Shizanda à la moto terrible. Cela déclenche un autre flashback, bien plus sombre, lors d'un conseil de guerre à la Gervia. Les responsables du royaume paniquaient à cause de la diminution de leurs réserves. Rislet a proposé un plan astucieux pour frapper les réserves de nourriture de l'armée démoniaque. Son maître, le commandant, a salué sa stratégie et a mis le plan à exécution, confiant au groupe des héros la défense du château. Malheureusement, tout cela n'était qu'un piège destiné à anéantir la nation de la Gervia, puisque le commandant s'est rangé du côté des démons qu'ils étaient censés combattre. C'est alors que Red est arrivé sur les lieux et a transpercé le commandant avec son épée. Cela l'a forcé à révéler sa véritable forme, le démon Shizanda. Les deux n'avaient d'autre choix que d'affronter cette créature. Mais soudain, la sœur de Red, Ruti, fait son apparition. Elle tranche chirurgicalement les bras de Shizanda et enfonce son épée droit dans son cœur. Cette expérience a laissé Rislet complètement sous le choc, au point qu'elle n'a même pas pu protéger correctement ses airbags. Elle s'est enfermée pendant des jours, submergée par le chagrin pour son maître et les soldats morts. C'est Red qui est allé prendre de ses nouvelles, espérant profiter un peu de cette proximité née du traumatisme. Il a constaté que Rislet était au bord de la dépression et lui a remonté les bretelles, lui rappelant son devoir en tant que capitaine. Durant cette période difficile, ses paroles ont été la seule chose qui l'a atteinte, l'aidant à se relever et à reprendre la tête. De retour à la pharmacie, le poids de leur passé plane entre eux. Rislet, ayant trouvé la seule personne avec qui elle peut être elle-même, prend une grande décision. Elle exige que Red lui donne un travail dans sa boutique. Il essaie de refuser, voulant protéger sa nouvelle vie tranquille, mais elle a une réponse à tout. Elle propose de tenir la boutique pendant qu'il part chercher des herbes dans la forêt, et va même jusqu'à lui proposer de s'occuper de sa saucisse tous les soirs. En fait, c'est une bonne décision commerciale, alors Red accepte à contre-cœur. Rislet prouve immédiatement sa valeur en démontrant son sens des affaires catastrophiques. Il lui montre une potion qu'il a fabriquée et qui augmente le volume des autres potions, pensant être un génie. Cependant, cette Rislet à la grosse poitrine lui explique la situation en disant que ça ferait s'effondrer le marché à cause de l'offre et de la demande ou un autre baratin du genre. Il lui montre ensuite un antidouleur moins addictif, mais elle l'informe qu'il a besoin d'une autorisation spéciale du conseil de Zoltan pour le vendre, chose à laquelle il n'avait même pas pensé. Se rendant compte qu'elle est vraiment intelligente, Red lui demande de passer quand elle veut pour l'aider, mais Rislet le regarde simplement et lui dit qu'ils ne seront plus jamais séparés. Elle annonce alors qu'elle va emménager avec lui et qu'elle compte acheter un lit et une baignoire plus grand pour qu'ils puissent les partager. Red reste complètement sous le choc, car son rêve d'une nuit sensuelle avec une femme à la poitrine généreuse est en train de devenir réalité. Pendant ce temps, loin de là, Harry présente un nouveau membre à l'équipe des héros, une assassine silencieuse nommée Tis. Il présente cette petite fille à ses coéquipiers comme la remplaçante de Gideon. Alors qu'ils font les présentations, Ruti arrive sur les lieux avec une expression digne de Joe Biden. Elle accepte Tis et assigne à l'équipe leur prochaine mission, partir à la recherche d'une arme ancienne laissée par un ancien seigneur démon. Le lendemain matin, Red se réveille et se rend compte qu'il dort par terre. Mais lorsqu'il regarde à côté de lui, il voit deux gros melons de 5 kg suspendus au corps de Rislet. Plus tard, les deux se retrouvent en bas, où Red a préparé un délicieux petit déjeuner pour eux deux. Ils s'assoient pour manger comme un vieux couple marié, et la petite poule dévore tout ce qu'elle voit avec enthousiasme. Elle joue ensuite le rôle de sa gestionnaire d'affaires bénévole et expose leur programme de la journée. Elle veut faire approuver le nouveau médicament antidouleur de Red par le conseil municipal. Rislet aborde alors le sujet de son salaire. Elle veut que Red lui éclate la tuyauterie au lit 2 fois par semaine. Après avoir soigneusement réfléchi à la santé de sa saucisse, Red accepte tout simplement de devenir l'esclave des nuits de sa nouvelle assistante. Les deux partent ensuite en ville pour mener leurs activités professionnelles. Leur premier arrêt est un magasin de meubles tenu par un gobelin. Quand le gobelin voit la belle princesse avec un loser comme Red, il demande immédiatement ce qui se passe. Rislet annonce fièrement qu'elle va emménager avec lui et frotte ses galons de lait contre le corps de Red. Le gobelin reste sans voix, mais il félicite rapidement Red, pensant qu'ils sont en couple. Red se demande pourquoi le gobelin est aussi gentil avec elle, alors qu'il est d'habitude un vrai salaud avec lui. Le gobelin explique que contrairement à Red, qui essaie toujours de marchander, Rislet est une vraie cliente qui paie le prix fort. D'un autre côté, Rislet choisit un nouveau lit et lance un regard séducteur à Red, espérant se faire démonter plus tard dans la nuit. Pendant que Red essaie de maîtriser sa saucisse, Rislet organise la livraison du lit à la pharmacie. En partant, elle mentionne que la boutique du gobelin propose toujours des articles de première qualité. Red explique que c'est parce que le gobelin a amélioré sa bénédiction d'artisan. Il lâche alors une bombe sur la façon dont fonctionnent les bénédictions. Elles sont attribuées aléatoirement par un dieu nommé Demi, et la seule façon de monter de niveau est d'exterminer une autre personne qui possède aussi une bénédiction. Ce système tordu encourage en gros les gens à s'éliminer les uns les autres pour gagner en puissance, transformant le monde entier en un cloaque violent pour psychopathes. En chemin vers le bureau du conseil, Red aperçoit Tintin en train de se faire embêter par un groupe de gamins plus âgés. Il intervient immédiatement pour mettre fin à la bagarre, mais un gamin nommé Ademi attrape une pierre et la lui lance.
Red la détourne tranquillement et dit au gamin qu'il ferait mieux de sauver ses petites fesses sans poils et de filer d'ici. Red prend des nouvelles de Tanta et de son ami Al, qui s'est aussi écorché pendant la bagarre. C'est alors que Risley arrive avec ses énormes bottes à talons, et Tanta est choquée de la voir avec Red. Elle explique qu'ils sont de bons amis et qu'elle vit maintenant avec lui, ce qui sidère encore plus le gamin. Après avoir soigné le gamin, Red demande à Tanta pourquoi ils se battaient, et il explique qu'Ademi a juste commencé à les attaquer sans raison. Elle ajoute qu'Ademi n'a pas toujours été un sale type violent, mais qu'il est devenu extrêmement impulsif ces derniers temps. Red comprend pourquoi. Ademi vient probablement de réveiller sa bénédiction. Il explique que les bénédictions peuvent chambouler la personnalité de quelqu'un. Ademi possède la bénédiction du bagarreur, ce qui le rend instinctivement doué pour se battre avec tout ce qu'il trouve. Comme il a une grande affinité avec cette bénédiction, la personnalité d'Adeni est en train de se déformer pour s'y adapter, le transformant en voyounet, un peu comme les politiciens américains. Cette révélation terrifie Al, qui avoue qu'il ne veut même pas de bénédiction. Quand Red lui demande pourquoi, Al révèle qu'il en a déjà une, maître d'armes, qui le rend habile avec n'importe quelle arme. Cependant, il a peur de finir par devenir violent, tout comme Adeni. Risley et Red réconfortent rapidement le gamin, lui disant qu'une bénédiction ne définit pas qui tu es. Elle peut influencer ta vie, mais elle n'a pas à te contrôler. Red lui assure qu'il peut apprendre à maîtriser sa bénédiction et à l'utiliser pour le bien. Se sentant un peu mieux, les deux petits idiots rentrent chez eux. Alors que Red et Risley poursuivent leur chemin, il lui dit qu'une fois qu'ils seront officiellement partenaires en affaires, il ne la laissera pas s'échapper aussi facilement, ce qu'elle prend en plaisantant comme un sous-entendu qu'il veut goûter à sa douceur entre les jambes. Au bureau du conseil, leur proposition pour le nouveau médicament est immédiatement rejetée par un fonctionnaire grincheux. Il ne les écoute même pas et les met simplement à la porte. Impassible, Risley a une autre idée et décide tout simplement d'aller voir un autre fonctionnaire. Celui-ci explique que Danan est sur les nerfs parce qu'un autre remède qu'ils ont approuvé le mois dernier est maintenant vendu dans la rue sous forme de poudre illégale et qu'il doit gérer des habitants en colère toute la semaine. Ce fiasco a gravement nui à leur réputation, au point qu'ils reçoivent même des insultes menaçantes dans la rue. Cependant, le fonctionnaire apprécie la taille de la poitrine de Risley, alors il accepte d'approuver personnellement leur nouvelle antidouleur. Sur le chemin du retour, Red s'excuse de lui faire tout le travail difficile, mais Risley lui dit qu'elle est heureuse d'aider. Elle lui serre alors la main très fort, ce qui fait affluer tout le sang vers son instrument biologique. De retour à la pharmacie, ils réfléchissent ensemble à des moyens de rendre la boutique populaire. Risley suggère qu'il lui faut un produit phare que tout le monde voudra acheter. Alors qu'elle savoure sa cuisine, elle mentionne en passant qu'il devrait servir de la nourriture avec ses remèdes, ce qui lui donne une idée de génie. Red utilise ses compétences de guide, qui apparemment fonctionnent aussi pour la cuisine, tandis que Risley l'observe discrètement par derrière. Il utilise ensuite ce mélange sur des aliments, les rendant à la fois sains et délicieux. Risley prend des échantillons de ses nouveaux biscuits médicinaux et en croque un morceau, qui s'avère être extrêmement savoureux. Le lendemain, elle se tient sur les trottoirs comme vous savez quoi et distribue les biscuits dans tout le village. Le plan est un immense succès, et bientôt sa pharmacie est envahie de clients, faisant enfin de l'affaire de Red une réussite. Les deux célèbrent cette occasion, et Red porte dans ses bras ce superbe spécimen de femme pour admirer ses melons. Pendant ce temps, le groupe des héros rencontre de sérieux problèmes. Le combattant, Danan, se dispute ouvertement avec Harry, reprochant aux mauvaises décisions du sage leur manque de progrès dans la recherche de l'arme ancienne. Danan insiste sur le fait que bannir Gideon était une énorme erreur, soulignant qu'il n'avait jamais eu ces problèmes quand il était leur guide. Il demande à Ruti la permission de partir à sa recherche, et elle accepte volontiers. Plus tard, Danan discute avec la prêtresse du groupe, Théodora, de leurs soupçons concernant Harry. Il mentionne qu'un autre membre du groupe, Yarandrala, est déjà parti à cause de la décision d'Harry de chasser Gideon. Danan admet que, même s'il avait l'habitude de jouer avec sa saucisse devant Gideon, il ne l'a jamais considéré comme un fardeau et il est maintenant déterminé à le retrouver et à le ramener. Le lendemain matin, Red se réveille et découvre le corps époustouflant de Risley à ses côtés. Alors qu'il fixe ses airbags volcaniques, elle se réveille. Plus tard, Red se tient devant sa pharmacie désormais prospère, en train de réfléchir à quel point sa vie est devenue absurde. Il n'aurait jamais imaginé qu'il tiendrait une boutique avec une véritable princesse à ses côtés. Alors qu'il s'apprête à rentrer, un groupe d'aventuriers locaux entre, la mâchoire décrochée en voyant la célèbre aventurière de rang A, Risley, derrière le comptoir. Elle leur annonce joyeusement qu'elle a arrêté l'aventure et qu'elle vit maintenant avec Red pour lui masser la saucisse au lit. La nouvelle est tellement choquante qu'une des aventurières, une fille qui avait clairement un faible pour Red, a l'air complètement anéantie et s'enfuit de la boutique. Risley annonce alors tranquillement qu'elle veut boire un peu de vin et par acheter une bouteille. À peine est-elle partie qu'Albert, le chef du groupe d'aventuriers de Rambé, entre. Red le salue poliment, mais le guerrier aux cheveux argentés va droit au but et accuse Red d'avoir tué l'ours chouette dans les montagnes. Red nie, mais Albert ne croit pas à sa fausse explication. Il fait remarquer que l'entaille sur le corps de la bête était nette et profonde, correspondant à un coup puissant et contondant, exactement le genre de blessure qu'une épée de bronze maniérée par un expert comme Red pourrait infliger.
Malgré cela, Red continue de faire l'innocent, ce qui énerve encore plus Albert. N'en pouvant plus, Albert dégaine son épée et la pointe sur la gorge de Red, lui disant qu'il allait justement lui proposer de rejoindre leur groupe. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Risley réapparaît de nulle part, tel un éclair, elle commence à l'attaquer. Elle place alors sa propre épée sous la gorge d'Albert, le menaçant froidement de le tuer s'il ose toucher à Red. Albert est complètement sous le choc après cette altercation et il détale comme un rat infecté. Red intervient rapidement, la calme et tente d'expliquer la situation. Cependant, Risley est toujours furieuse et elle exige des explications de sa part. Elle affirme qu'ils auraient dû tout simplement exterminer Albert à cause de son attitude. Red doit lui expliquer que tuer Albert, le seul aventurier de Rambé à Zoltan, serait une très mauvaise idée pour la sécurité de la ville. Elle lui demande alors pourquoi il n'a même pas essayé de se défendre. Red répond calmement qu'il savait qu'Albert ne faisait que fanfaronner et qu'il n'irait jamais jusqu'au bout. Il raconte ensuite à Risley à quel point ses airbags bougeaient plus tôt, ce qui la rend extrêmement gênée. Plus tard dans la soirée, ils fêtent le succès de leur commerce autour d'un dîner et Risley lui rappelle qu'ils ont encore besoin d'une baignoire. Red lui dit qu'il a déjà demandé à Gonz d'en construire une pour eux. Elle précise alors qu'elle veut une baignoire assez grande pour deux, expliquant qu'elle aime simplement se détendre dans un grand bain. Mais ce commentaire met clairement Red mal à l'aise. Il propose rapidement qu'ils aillent au sauna public du coin pendant leur jour de repos, et elle accepte avec plaisir. Au sauna, Red se retrouve dans un concours d'endurance inutile avec le gobelin et le charpentier, Gonz. Alors que les hommes transpirent ensemble comme des marines, il commence à taquiner Red à propos de sa relation avec Risley. Mais, fidèle à lui-même, Red leur dit de se mêler de leurs affaires. Tout le monde en a marre de la vapeur brûlante, mais personne ne veut abandonner. Alors, pour mettre fin à ce concours idiot, Red se lève et augmente la vapeur, ce qui fait tomber Gonz dans les pommes presque instantanément. Aussitôt, il le traîne dehors où sa sœur, Nao, le gronde pour s'être trop donné. D'un autre côté, le propriétaire du sauna, un homme nommé Newman, se plaint de perdre des clients depuis qu'un nouveau bain public plus chic a ouvert. Nao s'énerve contre lui parce qu'il abandonne trop facilement et déclare qu'elle continuera de venir tant qu'il sert des boissons. Voyant qu'il perd le moral, tout le monde se lève et commande des boissons à Newman, dans l'espoir de motiver ce vieux déprimé. Même après une énorme chope de bière, Nao et le gobelin en redemandent. Plus tard, de retour à la pharmacie, Nao et Risley réfléchissent à des moyens d'aider Newman à sauver son sauna. Elles cherchent des façons de réduire les coûts et d'attirer plus de clients, mais toutes leurs idées semblent sortir de leurs fesses de japonaises. Pendant ce temps, Red leur sert une tisane pour calmer leurs idées stupides, et soudain, il a une idée. Il rend visite à Newman le lendemain et lui propose un sac d'herbes spécial, en lui expliquant un nouveau service qu'il peut offrir, la thérapie par la vapeur. Il explique qu'il s'agit d'une technique utilisée par les elfes sauvages, qui se baignent dans de la vapeur d'herbe pour soulager la fatigue. Newman n'est pas sûr que cette idée stupide attirera plus de clients. Cependant, Red propose de fournir un approvisionnement régulier de ces sacs d'herbe à un prix réduit. Reconnaissant pour l'aide, Newman accepte de continuer son activité et décide d'intégrer cette idée à son sauna. Il offre même à Red et à ses amis un accès gratuit à vie à son sauna, pour pouvoir secrètement mater leurs zigounettes et leurs bijoux de famille. Après avoir conclu l'affaire, Red entre dans le sauna pour célébrer sa victoire commerciale. Mais à ce moment-là, Nao et Risley entrent du côté des hommes dans le sauna avec leurs énormes arguments. Red essaie de s'éclipser rapidement et s'enroule dans une serviette, mais Risley le supplie et le convainc de rester. N'ayant pas d'autre choix, il accepte de profiter du sauna avec les dames. Alors qu'ils sont tous assis ensemble, Nao dit à Risley qu'elle a eu raison de choisir Red plutôt que les autres hommes inutiles du village. Les deux femmes se mettent alors à s'extasier sur le fait que Red est serviable, talentueux et fiable, enchaînant les compliments jusqu'à ce qu'il soit tellement gêné qu'il en perde connaissance. Grâce à l'idée de Red, le sauna de Newman redevient populaire et la boutique se remplit de clients. Alors qu'ils rentrent tous chez eux, Risley confie à Red qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une vie tranquille à Zoltan puisse être aussi épanouissante. Elle explique aussi enfin pourquoi elle voulait boire du vin plus tôt. Dans son pays natal, c'est une tradition pour les couples de boire du vin ensemble avant de se faire plaisir mutuellement. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le groupe des héros est en train de se disloquer. Harry est agacé que 2 personnes aient maintenant quitté le groupe depuis que Gideon a été banni. La nouvelle assassin, Tis, s'assoit à côté de Théodora, qui lui demande si elle est déçue par sa nouvelle équipe. Tis donne une réponse évasive, disant qu'elle se contente de ce que le groupe décide. Théodora pousse un soupir et dit que leur groupe n'avait jamais eu ce genre de conflit avant le départ de Gideon. Elle avoue qu'elle ne comprend pas pourquoi il a été exclu et souhaite ouvertement qu'il revienne. Le lendemain, alors que Red travaille à sa pharmacie, un officiel à l'air guindé de la guilde des aventuriers, nommé Galantine, débarque avec ses sbires. Il exige de parler immédiatement à Risley, mais Red, fidèle à lui-même, leur dit d'attendre l'ouverture de la pharmacie. Cependant, Galantine insiste sur l'urgence de la situation et menace même Red à demi-mot. Mais en voyant la sincérité et la gentillesse de Red, Galantine décide finalement d'attendre un peu plus longtemps.
De son côté, Risley dit à Red de faire attendre Galantine et ses sbires pendant des heures, comme si elle faisait une blague à ses amis sur TikTok. Pendant que Galantine fulmine dehors, un type louche de la guilde des voleurs se faufile dans la boutique. Il propose à Red une précieuse pièce elfique, une petite fortune, en échange de la libération de Risley. Red se moque de l'offre, disant au gars que Risley n'a pas de prix et que 1000 pièces ne suffiraient pas. Le voleur semble respecter sa sincérité, mais laisse l'offre sur la table au cas où Red changerait d'avis. Dehors, Risley rejette elle aussi les offres de Galantine. Les sbires essaient de lui offrir jusqu'à $1 milliard, mais elle leur explique qu'elle a signé un contrat à vie avec Red. Risley les prévient aussi que s'ils essaient de chasser Red de la ville, elle partira avec lui. En entendant tout cela, Red est aux anges et l'invite à s'approcher de lui. Il sort alors un bracelet en ambre et le lui offre, en disant que c'est un acompte sur son emploi à vie. Risley le taquine en disant qu'un cadeau comme ça pourrait lui donner de mauvaises idées, ce qui le fait rougir et balbutier qu'il peut lui en acheter un autre. Cependant, Risley se contente de sourire et lui dit que n'importe quel cadeau venant de lui convient, tant qu'il continue à la combler dans son lit. Pendant ce temps, dans une arrière-salle sombre, 2 membres de la guilde discutent du fait que Risley est devenue une véritable inconnue. Ils décident qu'ils doivent la surveiller de près, craignant ce qu'elle pourrait faire maintenant qu'elle n'est plus sous leur contrôle. Comme Risley était autrefois une aventurière qui partait en expédition, sa retraite en tant qu'assistante de Red provoque la panique parmi ses anciens collègues. La créature louche à la peau verte est furieuse que même la guilde des voleurs n'ait pas pu convaincre Risley, et mâche des bonbons pour se donner un air de méchant. Plus tard, Risley se surprend à penser qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir mener une vie simple et heureuse comme celle-ci avec Red. Son esprit se remémore leur période chaotique au sein du groupe du héros. La scène revient sur une situation désespérée dans sa terre natale de Logervia, qui était en train d'être détruite par l'armée du roi démon. Leur seul espoir était d'obtenir de l'aide de la ville voisine, mais pour cela, ils devaient traverser un territoire contrôlé par les démons, avec pour tout équipement des sandales. Cependant, Gideon a élaboré un plan risqué, traverser la forêt envoûtante, un endroit si dangereux que même les démons l'évitaient. Leur premier arrêt fut un village à la lisière de la forêt, où ils rencontrèrent une elfe nommée Yarandrala, qui avait la bénédiction unique de pouvoir parler aux plantes. Elle expliqua que la magie de la forêt n'affectait pas les gens de son village et qu'elle pouvait s'y orienter simplement en écoutant les arbres. Gideon lui accorda toute sa confiance rien qu'en regardant ses melons juteux, faisant d'elle la clé de toute leur stratégie. Pendant que le groupe de Gideon se préparait à entrer dans la forêt, Danan et Théodora restèrent en arrière pour protéger le village. Pendant ce temps, Harry décide d'engager des mercenaires louches pour récolter des informations, une décision tellement stupide qu'elle est pratiquement assurée de se retourner contre lui. Alors qu'il traverse la forêt, Risley devient immédiatement jalouse en voyant Gideon et Yarandrala travailler aussi étroitement ensemble, même si elle essaie de faire comme si ça ne lui faisait rien. En la voyant dégouliner de jalousie dans la forêt, Ruti lui lance un regard glacial. Yarandrala, qui est bien plus perspicace qu'elle n'en a l'air, s'approche de Risley et lui propose d'aller se baigner dans une rivière toute proche pour se rafraîchir. Risley hésite au début, mais elle finit par accepter, histoire d'essorer toute la sauce qui a coulé sur ses cuisses. Harry n'a pas envie d'attendre, mais Gideon donne son feu vert aux filles pour qu'elles aillent papillonner un moment. Alors qu'elles nagent avec leur chope de lait dans l'eau, Yarandrala va droit au but et demande à Risley si elle aime Gideon. Elle lui dit que son béguin saute aux yeux et que Gideon l'aime probablement aussi. Elle conseille à Risley d'être plus joueuse et honnête, au lieu de se mettre en colère à chaque fois qu'elle est embarrassée. Risley demande à Yarandrala si elle a des sentiments pour lui, mais l'elfe nie, disant qu'elle ne peut pas se contenter de saucisses humaines plus qu'elles ne tiennent pas la distance. Elle considère Gideon comme un ami proche et aimerait qu'il puisse mener une vie simple pour lui-même, car il se surmène toujours pour le groupe. Alors qu'elles s'apprêtent à reprendre leur route, elles sont prises en embuscade par des éclaireurs démons. Il s'avère que les mercenaires engagés par Harry étaient en réalité des agents doubles qui les ont trahis. Cependant, Gideon ne panique pas et élabore rapidement un nouveau plan. Lui et Yarandrala serviront de diversion pendant que Risley et Ruti percent les lignes ennemies. Comme prévu, l'équipe se met en formation et fonce droit dans le territoire ennemi. La bataille commence, et le plan fonctionne à la perfection, surtout parce que Ruti passe en mode ninja et massacre tous les éclaireurs démons sur leur passage. Quand ils se retrouvent, Ruti serre son frère dans ses bras, s'excusant de l'avoir mis en danger. Après avoir obtenu de l'aide pour son royaume, Risley décide de rester à Logervia pour aider à reconstruire sa nation, ne voulant pas s'immiscer entre Gideon et sa sœur. De retour dans le présent, Risley se sent reconnaissante que le destin les ait réunis à nouveau. Alors qu'elle s'apprête à faire une livraison, un aventurier au hasard l'interpelle, menaçant de révéler à tout le royaume que leur précieuse princesse renifle l'entrejambe d'un type inconnu. Risley se moque complètement de ces menaces. Elle lui dit qu'elle préfère cette vie et s'éloigne, le laissant sans voix. Au loin, Ruti est bien réveillée dans sa tente, incapable de trouver le sommeil. Elle repense au jour où elle a découvert que son frère avait quitté son équipe. Harry lui avait menti en face, affirmant que Gideon était parti de son propre chef. La bénédiction divine de Ruti, qui semble inclure un détecteur de mensonges intégré, s'est emballée.
Elle a perçu sa tromperie et l'a attaqué instinctivement, laissant éclater un instant sa véritable puissance terrifiante sous son calme apparent. Cependant, Ruti a repris ses esprits un instant plus tard et l'a soigné, mais le mal était déjà fait. Depuis que son frère est parti, elle ressent un immense vide dans sa vie, et les mensonges d'Harry n'ont fait qu'aggraver les choses. Le lendemain, Red effectue une livraison chez le Dr Newman, car son entreprise rapporte désormais des millions de dollars. À ce moment-là, un vacarme à l'extérieur attire leur attention. Ils se précipitent dehors et trouvent un homme effondré chez lui, son rythme cardiaque dangereusement élevé. Red, s'appuyant sur sa compétence de premier secours acquise sur Tennu, prépare immédiatement un antidote, un geste qui surprend également le docteur. Red explique au docteur qu'il possède une compétence extraordinaire qui lui permet de traiter les symptômes même sans en connaître la cause. Après avoir stabilisé l'homme, le docteur Newman révèle qu'il est victime d'une overdose de stupéfiants, la même nouvelle poudre que le conseil a récemment approuvée. Il avertit Red que d'autres cas comme celui-ci ne manqueront pas de survenir et lui demande d'acheter toutes les actions de la société qui produit ce stupéfiant. Lorsque Red rentre tard à la maison, Risley le réprimande pour être un partenaire égoïste, mais il apaise rapidement la situation en lui préparant le déjeuner. Pendant qu'ils mangent ensemble, il lui parle de la victime de l'overdose et elle conclut immédiatement que le stupéfiant est dangereux. Cependant, Red insiste sur le fait que ce n'est pas à eux de jouer les détectives et de traquer le dealer. Pour lui changer les idées, il lui propose de prendre un jour de congé et d'aller se détendre à la rivière. Ils prennent deux créatures ressemblant à des dragons et partent faire un tour dans le ciel. Cependant, ils finissent par passer leur journée à nager et à manger du barbecue. Risley amplifie la situation en retirant son au-devant ce grand sentimental et en le forçant à aller dans l'eau avec elle. Leurs interactions sont désormais empreintes d'une tension gênante qui n'existait pas auparavant. Malgré cela, ils finissent tous les deux par rire de leur propre maladresse, et Red souligne l'ironie du fait qu'elle soit si timide maintenant, alors qu'elle était si entreprenante lorsqu'ils se sont retrouvés. Mais regardez-moi ce corps de dingue. N'importe qui serait maladroit face à de tels arguments. Risley avoue qu'elle a toujours secrètement eu peur qu'il la rejette. Rassurée par son sourire, elle se penche et l'embrasse directement sur les lèvres, lui disant qu'elle veut sentir son paf en elle. À des kilomètres de là, le groupe du héros avance péniblement à travers un vaste désert. Harry révèle que l'arme ancienne qu'il recherche est cachée dans de vieilles ruines à proximité. Alors que le groupe se prépare pour le voyage, l'assassine, Tis, est en train de récupérer de l'eau pour ses amis. À ce moment-là, Ruti s'approche pour boire un peu d'eau. Tis demande à l'héroïne si elle dort parfois, mentionnant qu'elle la voit toujours éveillée la nuit. Cependant, Ruti explique que sa bénédiction de héroïne efface son besoin de dormir et de manger, et supprime ses émotions ainsi que ses sensations physiques. Comme pour illustrer ses propos, une puissante tempête de sable se lève dans le désert, mais Ruti reste totalement impassible, à l'image des héros palestiniens, le vent et le sable n'ayant aucun effet sur elle. De retour à Zoltan, Red et Risley ont repris le travail. Risley n'arrive pas à arrêter de penser aux nouvelles drogues. Elle affirme que quelqu'un du village lui a dit que cette poudre donne au consommateur l'impression d'être une personne complètement différente. Red écoute calmement cette beauté parler, mais leur conversation est interrompue lorsqu'un homme blessé entre en titubant dans la pharmacie. Suppliant qu'on l'aide. Pendant que Red intervient pour aider l'homme blessé, Risley se précipite dehors pour voir ce qui s'est passé. Elle tombe rapidement sur un membre de la guilde des voleurs, défoncé à la poudre, qui attaque des civils dans la rue. L'homme, complètement cinglé, s'en prend à Risley pendant que plusieurs de ses complices l'encerclent, lui coupant toute possibilité de fuite. Cependant, elle les repousse facilement, tout en portant sa poitrine imposante. Mais avant qu'elle ne puisse terminer le combat, Albert surgit et tire sur tous les assaillants avec son arbalète, en éliminant la plupart en quelques secondes. Risley lui demande furieusement pourquoi il les a exterminés, mais Albert se contente de la railler, lui disant de sauver ceux qui respirent encore. Il la provoque ensuite en se moquant du fait qu'elle n'a pas amené son fiancé. Agacé par cette remarque sarcastique, Risley lève ses armes, puis les abaisse, expliquant que c'est un petit rituel qu'elle fait pour réprimer l'envie liée à sa bénédiction de combattante. Plus tard, Risley retourne à la pharmacie et s'allonge sur l'instrument biologique palpitant de Red. Elle raconte ce qui s'est passé plus tôt avec les voyous, mais Red continue de l'écouter. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut faire à ce sujet, Risley répond simplement qu'elle veut continuer à renifler le musc qui émane de son entrejambe. À ce moment-là, Tanta et Al passent par là et ils invitent les garçons à déjeuner. Al parle de son anxiété, ayant l'impression que sa bénédiction de maître d'armes est une malédiction. Red suggère que c'est parce qu'il n'a pas encore choisi d'arme à maîtriser. Risley explique que sans maîtriser une compétence, son anxiété ne disparaîtra probablement jamais, ce qui déçoit le garçon. Après mûre réflexion, Al dit qu'il veut simplement aider son père dans son travail de transport de marchandises, alors Red suggère qu'il pourrait maîtriser l'art d'utiliser un ruban pour couvrir ses fesses afin d'éviter un traumatisme d'enfance à l'avenir. Les garçons s'en vont, et une femme nommée Ria, du groupe d'Albert, vient à la boutique pour s'excuser de son comportement. Risley se montre immédiatement hostile envers elle, mais Ria explique qu'Albert accepte trop de quêtes de la guilde pour compenser un été paresseux et qu'il s'épuise. Sa bénédiction de champion le pousse à accomplir de grands exploits, mais comme il n'a jamais vraiment maîtrisé ses pouvoirs, il s'est retrouvé coincé à Zoltan, un endroit qu'il déteste en secret. En entendant cela, Red la rassure en disant qu'Albert ne quittera pas le groupe.
parce qu'un perdant ne s'améliore jamais. Il pourrit simplement dans son lit en regardant des résumés d'animes. Dans un bar lointain, le combattant Dan noie ses frustrations dans l'alcool lorsqu'un inconnu s'approche de lui proposant de l'aider à retrouver Gideon à Zoltan. Dehors, la tempête gronde tandis que Red prépare une boisson chaude au miel et au lait, une gourmandise qu'il avait l'habitude de faire pour sa sœur. Quand il mentionne Ruthie, Risley se demande ce que fait l'héroïne en ce moment. Cette question plonge Red dans un flashback de leur enfance. Un jeune Red voit d'autres enfants se blottir contre leur mère pendant un orage. Aussitôt, il va voir Ruthie, faisant semblant d'avoir peur du tonnerre juste pour pouvoir lui tenir la main. Ruthie lui dit qu'elle l'aime et il le lui rend. Quand elle lui demande s'il restera toujours avec elle, Red lui explique qu'il doit quitter le village pour devenir chevalier, afin de pouvoir partir à l'aventure avec elle. Cependant, il lui promet de venir la voir pendant ses jours de repos, et Ruthie lui demande de lui rapporter du lait chaud et du miel du champ de bataille. Malheureusement, le souvenir est brisé par des coups frénétiques frappés à la porte. Red ouvre la porte et découvre le docteur Newman, totalement inutile, qui porte un Al inconscient dans ses bras au lieu de lui sauver la vie. Alors qu'une tempête tropicale se prépare dehors, elle est amenée à l'intérieur pour recevoir des soins médicaux. Les blessures du gamin sont affreuses, remplies d'éclats de pierre, et Red se demande ce qu'il faisait dehors sous la tempête, comme un gars de Floride. Alors qu'ils réfléchissent, elle se réveille en panique, sous le regard de 3 adultes. Le gamin révèle qu'Adeni, le bagarreur, a complètement pété les plombs et les a attaqués, lui et ses parents, à la hache, semant la panique partout. Aussitôt, il se précipite chez Al pour trouver ses parents assommés, inconscients. Mais heureusement, ils sont encore en vie. Red sait que c'est une très mauvaise nouvelle, car le père d'Ademi, Nulen, est le capitaine de la garde de la ville et cette attaque va plonger toute la ville dans le chaos. Et effectivement, ce gamin Ademi disparaît et les habitants de la ville deviennent fous, comme lors des manifestations de la GNZ au Népal. Ils réclament justice face à une attaque aussi odieuse, mais la garde de la ville, dirigée par le propre père de l'assaillant, Nulen, tarde étrangement à réagir. Ce ressentiment était prêt à exploser en manifestations violentes à tout moment. Pendant ce temps, les parents d'Al deviennent un symbole de rébellion pour les habitants en colère. Avec eux à l'infirmerie, Al se retrouve confiée aux soins de Red et Risley. Pendant le petit déjeuner, l'enfant, désormais orphelin depuis une semaine, demande à Risley de lui apprendre à manier l'épée. Elle accepte et il commence à s'entraîner dehors. Le garçon fonce sur ses énormes Jigglypuff, mais le petit n'a aucune chance de l'atteindre. En les voyant s'affronter comme des pros, Red félicite Risley pour ses talents de formatrice, mais elle répond humblement que c'est la bénédiction de maître d'armes d'Al qui fait tout le travail. Elle s'inquiète de ne pas être une bonne prof dans les jours à venir, mais Red lui sort un discours motivant un peu ringard, lui assurant qu'elle va très bien s'en sortir. Finalement, ils éclatent de rire et Risley glisse sa main sur celle de Red pour dresser son mât. Cependant, leur séance d'entraînement est interrompue quand Nao et Gans débarquent en panique. Il leur annonce que la garde de la ville vient de débarquer chez eux et a embarqué Tanta alors qu'il jouait avec son petit copain biologique. En voyant cela, Red et Risley se rendent à la guilde des aventuriers et demandent de l'aide à Galantine. L'homme accepte de lancer une enquête conjointe, surtout parce que Sam et Risley en dette envers lui et qu'il pourra secouer ses melons la nuit. Il leur donne une lettre à remettre au capitaine Nulen, qui apparemment lui doit une faveur. Ils arrivent ensuite au quartier général de la garde, où les gardes essaient de les arrêter. Mais lorsque Red leur montre la lettre, ils ont droit à une rencontre personnelle avec le capitaine Nulen. Aussitôt, Tanta retrouve ses parents et ils sont presque en larmes. Nulen affirme qu'il voulait seulement interroger Tanta et qu'il ignorait que ses spires allaient attacher le gamin, alors il libère rapidement le petit et s'excuse. Mais Red exige de savoir s'il est aussi sur la liste d'Epstein. Nulen explique que la ville est au bord de l'émeute. Les gens sont tellement en colère qu'ils commencent à croire qu'Ademi n'a même pas attaqué la famille d'Al et que c'était une sorte de complot. Al insiste sur le fait qu'il a vu Ademi, mais Nulen dit que les faits sont confus. Tanta prend même la défense d'Adeni, expliquant que le bagarreur s'est excusé après leur premier combat et lui a dit que son rêve était de rejoindre la garde de la ville pour protéger les gens, pas pour leur faire du mal. En entendant cela, Nulen demande à parler seul à seul avec Red et Risley et les supplie de l'aider. Quand Red demande si Ademi consommait la nouvelle drogue, Nulen le nie, affirmant qu'il a appris à son fils à rester loin de ces trucs-là. Cependant, Red fait remarquer les similitudes entre cette attaque et celle provoquée par les consommateurs de narcotiques. Agissant comme un fervent partisan de Donald Trump, Nulen affirme qu'il n'y a aucun moyen de le prouver, car personne à Zoltan ne possède la compétence d'expertise. Plus tard, alors qu'Al est seul à la pharmacie, un homme étrange lui rend visite. Quand Red revient, il trouve le gamin secoué. Il propose d'entraîner Al pendant que Risley s'occupe des affaires de Galantine. Une fois qu'ils ont terminé, Al demande à Red pourquoi il n'est qu'un aventurier de rang et alors qu'il est si doué. Red lui explique qu'être bon dans quelque chose ne veut pas dire qu'on doit abandonner le grand et sombre dé. Au fil du temps, il est heureux de voir qu'Al accepte enfin sa bénédiction. Le gamin avoue alors que l'homme étrange lui a donné une nouvelle épée, en lui disant qu'elle venait de quelqu'un lié à Big Hawk, le chef de la guilde des voleurs. L'homme lui a dit qu'avec cette épée, il pourrait devenir un champion comme Risley.
Red, se souvenant des conseils de Theodora, dit à Hal de parler à sa nouvelle arme et de lui demander si elle veut abattre des ennemis ou protéger des gens. Pendant ce temps, Risley est à la poursuite d'un suspect de trafic de stupéfiants. Au moment où elle s'apprête à l'arrêter, l'homme explose spontanément. Avant qu'elle ne puisse réagir, d'autres voyous surgissent de l'ombre pour lui tendre une embuscade. Soudain, une silhouette encapuchonnée intervient et lui sauve la vie. L'homme révèle alors son identité, il s'agit de Danan, le combattant du groupe du héros. Il explique qu'il cherche Gideon, mais après avoir vu qu'il était accompagné d'une nana avec une sacrée poitrine. Il décida de le laisser tranquille. Danan révèle alors un problème bien plus grave. Les hommes qui l'ont attaqué n'étaient pas de simples voyous. C'étaient des démons traqueurs. Il lui propose d'échanger des informations, et comme Risley accepte, elle rentre chez elle. Pendant ce temps, Danan la regarde partir avec un air sinistre, comme s'il venait de faire dans son froc. Quand Risley revient à la boutique, elle saute aussitôt sur les genoux de son papa. Pendant qu'ils discutent, Red lui parle de la nouvelle épée d'Hal. Experte en magie, elle détecte immédiatement un sort de localisation sur la lame. Non seulement quelqu'un a donné une arme à un gamin, mais il veut aussi suivre chacun de ses mouvements. Submergé par les événements de la journée, Risley serre Red dans ses bras, se demandant combien de temps leur vie paisible pourra encore durer. Elle frotte ses atouts contre lui et finit par créer une autre épée dans son pantalon. Le lendemain, Red entend des protestations dehors et découvre que Big Hawk a payé des gens pour provoquer une émeute, une manœuvre astucieuse pour occuper la garde de la ville. La politique s'est maintenant infiltrée dans notre fichu animaux aussi, les amis. Au loin, le groupe des héros affronte un démon gigantesque dans d'anciennes ruines. Ruthie ordonne à Tis de trouver l'arme pendant qu'il s'occupe du monstre, qu'elle vainc ensuite sans difficulté. Elle se tourne vers Harris et lui dit franchement que, même si elle couvrait autrefois son frère, elle ne fera pas la même chose pour lui, puisqu'il devrait être capable de se défendre tout seul. Harry se souvient en silence à quel point il était plus facile de lancer des sorts quand Gideon était là, mais il chasse vite cette pensée. Pendant ce temps, Tis revient après avoir trouvé leur trésor, le vaisseau personnel de l'ancien seigneur démon. Alors qu'il monte à bord, Tis demande à Ruthie si elle a envie d'aller quelque part en particulier. Ruthie admet poliment qu'il y a un endroit spécial, mais dit qu'elle doit d'abord accomplir son devoir en tant que héroïne. Ce soir-là, Red et Risley inaugurent enfin leur nouveau lit double. Avec sa saucisse bien dressée, Red invite sa chérie à lui faire une gâterie, et elle s'approche lentement de lui. Elle déboutonne sa chemise et Red libère aussi ses jolis seins bien moelleux. Mais Risley devient parano à l'idée de passer à l'acte, plus qu'il y a un enfant qui dort dans la pièce d'à côté, alors il décide de dormir sans offrir de spectacle aux spectateurs. Le lendemain matin, Risley enfile un sweat à capuche et sort pour attirer les sbires. Armée de l'épée piégée d'Hal, qui porte un sort de localisation, elle attire avec succès les hommes de Big Hawk dans un combat. Alors qu'ils se ruent sur elle, Risley les affronte avec un sourire aux lèvres. Cependant, elle remarque quelque chose d'étrange. Ce ne sont pas de simples petites frappes. Ce sont des démons à la hache. Pendant ce temps, le type louche qui avait donné l'épée à Hal se pointe de nouveau à la pharmacie. Il enlève le gamin et l'emmène directement chez Big Hawk, qui compte transformer l'enfant en pantin politique, comme Macron et ses potes. Le héros des habitants mécontents de Soutmarsh, Big Hawk, se présente à Hal, monologuant sur la façon dont il a acquis son pouvoir en exterminant tous ceux qui se mettaient en travers de sa route. Maintenant, il veut encore plus de pouvoir, c'est pourquoi il a créé le narcotique qui déferle sur Zultan. Cette bave infectée de verre révèle que le nom du narcotique est la bénédiction du diable, un sale mélange fabriqué à partir des cœurs de 50 démons à la hache. Il explique qu'une simple bénédiction aléatoire à la naissance peut gâcher la vie de quelqu'un, mais qu'avec la bénédiction du diable, ils peuvent avoir une seconde chance. Le plan machiavélique de Big Hawk est d'utiliser Hal pour rallier la foule en colère et devenir le leader de facto de la ville. Pour lancer les hostilités, il fait venir Adénie, qui avoue avoir pris la poudre pour devenir plus fort. Dehors, une foule est déjà survoltée et prête à en découdre. Au moment où deux idiots au hasard se lancent dans une bagarre sans intérêt, Big Hawk traîne Hal devant eux. Tout le monde est ravi de voir le petit sain et sauf, mais Big Hawk en profite pour faire un grand discours sur les injustices qu'ils subissent en tant qu'étrangers à Zultan. Il évoque l'attaque contre la famille d'Hal et explique qu'Adémie n'a pas été punie parce que son père est le capitaine de la garde. Il pousse Adémie en avant et encourage Hal à se venger sur le champ, lui disant d'être l'étincelle qui réduira l'ancien Zultan en cendres. Cependant, le gamin hésite à attaquer son ami, réalisant qu'il n'est pas dans le métro de New York. Voyant cela, Big Hawk essaie de le manipuler, affirmant que même s'il a donné les stupéfiants à Adémie, c'est le gamin qui a tenté d'éliminer les parents d'Hal de son propre chef. Il ajoute que puisqu'Adémie possède désormais 2 bénédictions, l'éliminer rendra Hal incroyablement puissant. Sans hésiter, Hal prend l'épée, mais au lieu d'abattre Adénie, il coupe les cordes qui l'attachent, déclarant que son arme ne veut pas qu'il commette un crime. Big Hawk est furieux de cela, alors il tend maintenant une hache à Adémie, sachant que la bénédiction du diable va déclencher une envie meurtrière. Mais avant qu'Adémie ne puisse s'en emparer, une silhouette encapuchonnée le désarme en un éclair. L'homme révèle alors qu'il est raide. Il attrape Hal et Adémie et les met à l'abri pendant que le démon vert hurle de rage. Il donne ensuite à Adémie un médicament pour atténuer les effets du narcotique. À ce moment-là,
un complice nommé Buis les rejoint et emmène les enfants, conformément à leur plan. Maintenant que les enfants sont en sécurité, Red affronte Bigok et ses hommes. Albert, qui travaille désormais pour le Gobelin, se jette sur lui comme Marco Rubio lors des primaires républicaines. Mais Red dévie son attaque sans effort, révélant qu'il cachait sa véritable force depuis le début. Red demande à Bigok ce qu'il est vraiment, et le Gobelin avoue qu'il est en réalité un démon nommé Bélial qui a possédé le vrai Bigok. Red se contente de ricaner, disant au démon qu'il aura du mal à prendre le contrôle d'une ville paresseuse comme Zultan. Le démon est d'accord, c'est pourquoi il a recruté Albert, un autre étranger frustré avec de l'obscurité dans le cœur et des cacahuètes dans les poches. Albert exprime sa frustration face à la vie au rythme lent de Sultan, disant qu'il préférerait mourir plutôt que d'être un anonyme. Il admet avoir passé un pacte avec un démon, mais affirme qu'il n'est pas mauvais. Red fait remarquer que ses actions ont déjà coûté la vie à des gens. Albert parle d'un sacrifice nécessaire pour atteindre son objectif, unir Zultan, en faire une puissance militaire et rejoindre la lutte contre le seigneur démon. Il demande à Red de se joindre à lui, affirmant qu'il a ce qu'il faut pour devenir un héros. À ce moment-là, la garde de la ville les encercle. Red dit à Albert qu'il n'est qu'un pharmacien et qu'arrêter Albert, c'est le travail de la garde. Cependant, Albert refuse de finir comme un criminel et demande à Red de lui offrir une mort de héros, puis il se jette sur lui. D'un mouvement d'une fluidité incroyable, Red esquive l'attaque et lui tranche net la main, lui disant qu'il a le potentiel pour devenir le sauveur de Zultan, mais qu'il est paralysé par son obsession de devenir un héros. Pendant ce temps, Bigok utilise la magie pour faire léviter Al et Ademi au-dessus de la foule. Al annonce à tout le monde qu'il pardonne Ademi et qu'il veut redevenir ami avec lui. En entendant cela, la foule en colère n'a plus aucune raison de se battre et commence à rentrer chez elle. Plus tard dans la soirée, Red et Risley se détendent enfin dans leur toute nouvelle baignoire extra large. Risley demande pourquoi il n'a pas rejoint Albert lorsqu'il a eu l'occasion de reprendre la cause des héros. Alors que la pointe de Risley se durcit et que le mât de Red se dresse, ils commencent à discuter. À ce moment-là, il serre la fille contre lui et lui dit que tout ce qu'il veut, c'est être avec elle parce qu'il adore la couleur de sa rainure entre les jambes, ce qui la fait rougir. Ailleurs, l'homme appelé Bigok rend visite au vrai Bigok, mais le gobelin le reconnaît comme étant le général démoniaque Shizanda. Shizanda avertit l'autre démon, Bélial, des dangers de vendre la bénédiction du diable aux humains. Bélial affirme qu'il a fait cela pour contrecarrer les plans du seigneur démon, puis il révoque son contrat avec Big Hawk. Il téléporte le démon dans la cellule de prison d'Albert, où les deux commencent à se disputer. Mais en quelques minutes, le démon conclut un nouveau contrat avec Albert et parvient à s'échapper de la cellule en utilisant une sorte de magie noire. Le lendemain, Al part pour sa toute première vraie aventure avec ses professeurs. Red le regarde partir, se demandant si son postérieur sera à l'abri de ses professeurs. De retour au camp du groupe du héros, Harry fait une véritable crise de nerfs, comme l'avocat d'Alexis Chen, en voyant Ruti partir avec Tis à bord du dirigeable. Théodora lui dit froidement que la héroïne peut très bien se débrouiller sans lui. Elle entre ensuite dans la tente de Ruti et découvre qu'elle a laissé son vibromasseur derrière elle, un signe évident qu'elle compte disparaître de la circulation. De retour à Zoltan, le général démoniaque Shizanda, toujours déguisé en aventurier serviable Bigok, rapporte l'accomplissement de ses quêtes à Megria à la guilde. Ses bonnes actions lui valent officiellement le rang d'aventurier de rang B, et il continue de faire semblant d'aider la ville en enquêtant sur l'affaire des narcotiques de la bénédiction du diable, jouant sur la durée comme Elon Musk. Pendant ce temps, Ruti et Tis sont en route pour Zoltan. Le but de Ruti est de trouver un alchimiste pour fabriquer davantage de narcotiques de la bénédiction du diable. On apprend qu'elle a rencontré le faux Big Hawk qui a gémi devant elle et lui a tout raconté en détail. Sans hésiter une seconde, elle a englouti la poudre comme des bonbons, au point de rendre même le démon paranoïaque. Ainsi, Ruti découvre que ces narcotiques sont la seule chose capable de réprimer sa bénédiction de héros et de lui permettre de ressentir des émotions humaines normales. Elle dit à Tis qu'une fois arrivée, elle devra être traitée comme une simple roturière, une demande qui rend la stoïque assassine nerveuse. À la pharmacie, les affaires tournent au ralenti et Red s'ennuie à mourir. Il essaie d'inventer un nouveau produit phare pour attirer les clients pendant la saison froide. Risley mentionne que, dans son pays natal, les gens utilisent des chauffe-mains spéciaux, ce qui donne à Red une idée de génie. Il se met au travail pour développer sa propre version avec une formule à base de plantes uniques. Il distribue des échantillons partout en ville. Il va même jusqu'à proposer ce produit non réglementé aux foutus médecins, et avant même de s'en rendre compte, c'est un succès immédiat. Mais dans sa précipitation, cet idiot a oublié d'en garder un pour lui. Sur le chemin du retour vers la boutique, grelotant de froid, il tombe sur sa copine, Risley. Elle le taquine sur son étourderie et partage avec lui le chauffe-main qu'elle avait mis de côté. Alors que la neige commence à tomber sur ce couple espiègle, il se blottise sur un banc tout proche. Elle demande à Red pourquoi il la fixe au lieu de profiter de la neige. Comme un vrai romantique, il lui dit que c'est la première fois qu'il la voit sous la neige, et tous deux continuent de flirter avant d'échanger un baiser, pensant que personne ne les regarde. Ailleurs en ville, Ruti et Tis enfilent des vêtements de gens du peuple pour se fondre dans la masse. Elles conviennent de ne pas utiliser leur vrai nom afin de ne pas attirer l'attention. Cependant,
Leur plan génial tombe aussitôt à l'eau sur un pont où un chevalier idiot nommé Otto bloque le passage, exigeant un péage de 100 $ à tous ceux qui veulent traverser. Ruti, dont les émotions sont désormais en ébullition à cause de la poudre qu'elle a engloutie, n'hésite même pas une seconde. Elle attrape le chevalier et le balance dans la rivière glacée en dessous comme un vulgaire frisbee. Tis est horrifié, craignant que son comportement impulsif ne fasse tout capoter. Un peu plus tard, Red traverse le même pont et tombe sur Otto, nu comme un ver qui essaie de lui soutirer de l'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements et une nouvelle armure. L'homme exhibe ses abdos en tablette de chocolat et menace de le passer à tabac. Cependant, il renvoie Otto dans la rivière d'un geste désinvolte, sans prononcer un seul mot. La visite chaotique de Zoltan par Ruti continue alors qu'elle traîne un monstre abattu jusqu'à la porte de la ville, annonçant qu'il aurait causé des problèmes plus tard. Tis est à deux doigts de faire une crise de panique, angoissé par le fait que les actions de Ruti les font trop remarquer. Plus tard, Red s'arrête à un stand de nourriture où, par hasard, il se retrouve à côté de Tis. Red, toujours aussi observateur, analyse les manières de Tis. Il remarque ses armes dissimulées et coûteuses, ainsi que sa posture professionnelle, et en déduit qu'elle doit être une tueuse hautement entraînée venue de Russie. Tis, à son tour, analyse Red. Elle observe les cicatrices et les callosités sur ses mains et comprend qu'il est un guerrier aguerri qui a survécu à d'innombrables batailles au lycée. Les deux pros se jaugent avec méfiance, mais ne disent rien, attrapant leur nourriture à emporter. De retour à l'auberge, Tis met Ruti en garde contre l'homme qu'elle a croisé, lui disant qu'il est dangereux et pourrait leur causer des ennuis. Elle explique qu'il a remarqué son équipement dissimulé, ce qui signifie qu'il doit être l'un des meilleurs aventuriers de Zoltan, un homme qui n'aurait aucune raison évidente de vivre dans une ville aussi tranquille à moins d'avoir un ver qui lui ronge le cerveau de l'intérieur. Ruti suppose qu'elle parle de Big Hawk, le nouveau héros de Rambé, mais Tis répond que les apparences sont parfois trompeuses. Elle insiste sur le fait que cet homme avait la prestance d'un véritable chevalier entraîné. Elle demande à Ruti s'il vaut mieux collaborer avec lui ou s'y opposer. En réponse, Ruti explique qu'elles ne peuvent pas travailler avec lui, car l'alchimiste qu'elle recherche est actuellement enfermé dans la prison de Zoltan. Ruti, cherchant à organiser une évasion, essaie de réfléchir comme son frère Gideon le ferait, souhaitant qu'il soit là pour l'aider. Au même moment, une fée fait irruption dans la pharmacie, exhibant ses cuisses extraterrestres et séduisantes, et conduit d'urgence Red et Risley auprès d'une patiente malade, une puissante élémentaire de l'eau. Red l'examine et détermine qu'elle est victime d'une puissante malédiction qui draine son énergie spirituelle. Il lui donne un médicament pour l'aider, et Risley émet l'hypothèse que la récente vague de froid en ville est probablement liée à cette même malédiction. Plus tard, Ruti retrouve l'alchimiste, Godwin, dans sa cellule de prison et lui ordonne de fabriquer davantage de bénédictions du diable pour elle. L'alchimiste est terrifié par le regard mort et sans émotion qu'elle lui lance et accepte de faire tout ce qu'elle veut. Après l'avoir fait évader, Ruti remarque qu'il a des blessures et demande à Tis de lui recommander une bonne pharmacie. Tis, se souvenant de la nourriture délicieuse du stand, lui parle de la nouvelle boutique populaire qui vend ses chauffe-mains incroyables. À présent, Ruti et Tis se dirigent vers la pharmacie. Lorsque Ruti franchit la porte, elle croise le regard de Red. Pendant un instant, ils sont tous les deux sous le choc, mais la surprise de Ruti se transforme rapidement en un bonheur immense. Elle se précipite vers lui et serre dans ses bras son frère perdu de vue depuis si longtemps. Tout le monde dans la pièce est complètement stupéfait d'apprendre que le propriétaire de la pharmacie locale et la héroïne sont frère et sœur. Tis, toujours aussi professionnel, demande à Red s'il est d'accord pour laisser Godwin partir après avoir assisté à leur retrouvaille. Quand Red lui assure que le type est digne de confiance, Tis finit par se présenter. Red comprend rapidement que c'est la fille qui l'a remplacée dans le groupe. Lorsqu'elle lui demande s'il vit avec quelqu'un, il raconte à la jeune fille tout sur Risley et son trou impeccable entre les jambes. Red se tourne alors vers sa sœur, Ruti, et lui révèle enfin la véritable raison de son départ, s'excusant d'être partie sans rien dire. Elle lui dit qu'elle comprend et propose aussitôt de s'occuper d'Harry pour qu'il puisse réintégrer le groupe, affirmant qu'il est incomplet sans lui. Cependant, Red refuse poliment. Il dit à sa sœur qu'il a trouvé une nouvelle vie avec une fille à la poitrine généreuse et une raison de rester à Zoltan. Étonnamment, Ruti accepte sa décision et déclare alors qu'elle va simplement déménager à Zoltan pour être avec lui. Comme par hasard, Risley revient avec des provisions et est complètement stupéfaite de trouver l'héroïne dans son salon. Red explique tout à sa chauffeuse de lit et Ruti lui dit qu'elle le cherchait parce qu'ils ne peuvent pas vaincre le seigneur démon sans son aide. Risley, désormais inquiète, demande à Red ce qu'il compte faire à propos du problème du seigneur démon. Cependant, il la rassure en lui disant qu'il reste pour tenir la boutique avec elle, mais elle s'inquiète toujours qu'il abandonne sa sœur. Sur ce, Ruti se lève pour retourner à l'auberge pour la nuit. En bon frère aimant, Red se lève aussi et lui promet qu'il sera toujours là pour elle. Sur le chemin du retour, Ruti ressent une douleur aiguë causée par sa bénédiction. Elle se rend compte qu'elle a oublié de réprimer ses émotions lorsqu'elle était avec Red, et que la soudaine montée de bonheur provoque un contre-coup. Elle prend rapidement une autre dose de la poudre de la bénédiction du diable pour s'affaiblir. De retour à la pharmacie, Risley remet en question la décision de Red, insistant sur le fait que sa sœur a clairement besoin de lui. Cependant, il dit à sa copine principale qu'il va y réfléchir comme un vrai mal alpha.
Pendant ce temps, à l'auberge, Godwin panique et dit à Tis qu'il doit quitter la ville immédiatement avant qu'il ne se fasse attraper et exécuter. Tis transmet le message à Ruthie, qui répond qu'elle reste encore une semaine pour chercher des ruines elfiques avant de partir. Alors que Ruthie s'approche d'elle, Tis ressent soudainement une vague d'intimidation pour l'envahir, un aperçu du véritable pouvoir terrifiant du héros. Elle dégaine instinctivement son arme pour se défendre. Cependant, Ruthie s'excuse immédiatement, disant qu'elle ne voulait pas faire de mal, et Tis se rend compte qu'elle a réagi de façon excessive, comme les détracteurs de Charlie Kirk. Elle commence à voir Ruthie sous un nouveau jour, comme une fille écrasée par l'immense responsabilité d'être l'héroïne, isolée par sa propre puissance et son manque de compétences en communication. Pour détendre l'atmosphère, Tis sort son araignée de compagnie pour que Ruthie puisse la toucher, et les deux filles commencent enfin à devenir amies. Ailleurs en ville, Shizanda étudie une carte des ruines elfes comme un geek au chômage et vérifie un cristal magique, agacé de constater que la malédiction qu'il avait lancée sur l'élémentaire d'eau a été levée. Le lendemain, Ruthie essaie d'aider à la pharmacie, mais son regard vide fait fuir tous les clients. Red lui suggère gentiment d'essayer de sourire davantage et lui propose de lui faire visiter la ville. Jouant son rôle, Tis propose de rester pour s'occuper de la boutique avec Risley. Finalement, les deux filles se rendent au sauna, où le comportement excentrique de Ruthie fait rapidement d'elle une célébrité locale. Plus tard, elle s'excuse auprès de Red d'avoir attiré autant d'attention, mais il lui dit qu'il est fier de la présenter aux gens. Il lui frotte même la tête comme à un chien en fin de vie, ce qui rend la petite fille vraiment heureuse. Au loin, le reste du groupe de héros se dirige également vers Zulton, guidé par nul autre que l'astucieux Albert. En signe de soutien, Théodora a proposé de lui acheter une main prothétique. Albert lui parle de l'homme qui lui a coupé la main, se demandant pourquoi quelqu'un d'aussi puissant refuserait d'être un champion. Cela pousse Théodora à se demander si les gens doivent vraiment suivre la voie que leur bénédiction leur impose, une vraie situation de crise existentielle. Pendant ce temps, Red prépare du miel et du lait et les sert aux filles dans sa maison. Pendant un moment, on dirait vraiment une famille heureuse. À ce moment-là, les filles décident d'aller au sauna pour renforcer encore davantage leurs liens familiaux. Au sauna, Ruthie demande à prendre un bain avec Risley, et Tis décide de les rejoindre, affirmant qu'elle aime garder une trace de tous les endroits où elle s'est baignée. Dans l'eau, Ruthie s'ouvre à Risley. Elle raconte un souvenir d'enfance où elle essayait de protéger un autre enfant d'un oursibou. Même enfant, sa bénédiction l'obligeait à risquer sa vie pour les autres, même si, en général, il la trouvait étrange. Dans ce moment de terreur, tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était son frère. Elle a crié son nom et Red est apparu instantanément, tranchant l'oursibou en deux. Ruthie raconte à Risley que son frère a toujours été là pour elle, qu'il pleurait pour elle quand elle souffrait, et que sa présence était la seule chose qui la rendait heureuse. Elle admet qu'à cause de sa bénédiction, elle ne prend plus plaisir à des choses comme les bains ou la nourriture, mais qu'elle se souvient encore de ce que cela faisait. Elle regarde alors la poitrine de Risley avec envie, disant qu'elle aimerait pouvoir pleurer et rire librement. Finalement, la digue cède et Ruthie se met à pleurer comme une fille normale. Elle avoue qu'elle n'a jamais voulu être une héroïne. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était d'avoir des airbags brillants comme ceux de Risley. En voyant cela, Tis comprend que Ruthie s'accroche au passé parce que sa bénédiction lui a volé son présent, et elle trouve une nouvelle détermination pour l'aider. Le lendemain, Red remercie Tis d'être une bonne amie pour Ruthie, admettant qu'il est conscient des changements dangereux que subit sa sœur à cause de sa bénédiction. Quand Tis explique qu'un démon contractuel en a après sa sœur, tout le monde commence à paniquer. Red se rend compte qu'il doit parler à l'alchimiste, Godwin, pour en apprendre davantage sur les effets secondaires de la bénédiction du démon. Quand elle demande à Red s'il est en colère contre Ruthie pour avoir fait évader Godwin de prison, il lui dit de la fermer sinon il la donnera à manger aux chiens. En entendant cela, Tis lui dit qu'elle va se rendre au port pour acheter l'équipement dont Godwin a besoin pour fabriquer plus de poudre, et le groupe se prépare à louer des dracs pour leur voyage dans les montagnes. Au port, Red tombe sur le vrai Danan, et les deux vieux amis décident de discuter autour d'une tasse de thé. Au même moment, le groupe de Théodora et Albert rôde aussi autour du port, essayant de glaner des informations, tandis qu'Harry s'éloigne pour vaquer à ses propres occupations. Ils aperçoivent Red et Danan ensemble et décident de les suivre, se cachant dans l'ombre comme une bande d'amateurs. Danan raconte à Red que le groupe est devenu un vrai désastre sans lui, et que c'est pour ça qu'il est venu le chercher. Red, cependant, réaffirme sa décision de rester à Zulton. Danan dit qu'il va rester un peu plus longtemps pour voir la nouvelle vie de Red et, au passage, essayer de choper un peu de nana. Red lui annonce alors que Ruthie est aussi en ville et lui explique toute sa situation avec la poudre, ce qui choque Danan. Il devient aussitôt déterminé à travailler avec Red pour la sauver. Alors qu'ils partent discuter de leur plan, un autre Danan, un imposteur, retrouve Harry dans une auberge. Ce faux Danan raconte à Harry tout ce qu'il sait sur la localisation de Gideon. Harry est furieux d'apprendre que Gideon mène une vie paisible avec une princesse et exige de savoir où se trouve sa pharmacie. Il fonce vers la boutique de Red et, tel un vrai républicain texan d'extrême droite, commence à tout saccager sur son passage. Pendant ce temps,
le vrai Danan révèle à Red une vérité terrifiante, Shizanda est toujours en vie. Le démon l'a attaqué, pendant le combat, une créature lui a arraché le bras d'un seul coup de dent. Alors qu'ils discutent, ils aperçoivent un dragon dans le ciel transportant Harry et le faux Danan vers les montagnes où Ruti est parti explorer, et ils décident aussitôt de les suivre. Red rejoint d'abord Risley et lui raconte ce que Danan a dit. Elle s'excuse de ne pas lui avoir dit qu'elle avait déjà rencontré Danan, mais Red comprend vite que l'homme qu'elle a vu était en réalité le démon déguisé. Ils sont tous les deux d'accord pour dire que cette mascarade a assez duré. Ils décident de se battre et d'en finir une bonne fois pour toutes afin de pouvoir enfin recommencer à sauter sur les genoux l'un de l'autre. Red se précipite vers les ruines elfes, traversant le labyrinthe antique sans difficulté grâce à sa compétence de guide. Il trouve la pièce où Godwyn se cache et lui dit d'appeler Ruti. L'alchimiste refuse d'abord, terrifié par ses pouvoirs, mais Red lui tord le bras comme des spaghettis jusqu'à ce qu'il hurle de douleur. Comme prévu, Ruti fait immédiatement irruption dans la pièce. Red lui dit qu'il travaille sur une concoction spéciale pour l'aider à réprimer sa bénédiction. Elle ne comprend pas, disant qu'elle a toujours pensé que son rêve était de devenir chevalier et de sauver le monde. Cependant, Red la corrige, lui expliquant que son seul véritable objectif a toujours été de la protéger parce qu'elle est la chose la plus précieuse à ses yeux. Il lui dit qu'il se fiche qu'elle arrête d'être l'héroïne. En entendant cela, Ruti se demande si elle a vraiment le droit de faire ce qu'elle veut. Red la rassure en lui disant que sa vie lui appartient et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. En entendant cela, la petite fille le serre fort dans ses bras, lui disant qu'il est le meilleur grand frère du monde. Ailleurs sur la montagne, Shizanda et Harry cherchent le pantalon taché d'urine de Ruti pour la capturer. Le démon raconte à Harry l'existence d'anciennes ruines elfiques cachées à cet endroit. Le vrai Danan retrouve enfin Théodora et saute sur son dragon pour rattraper les autres. De retour dans les ruines, le groupe de Red retrouve Tis. Red suggère qu'il parle à Godwyn au sujet des narcotiques, et Ruti explique que, même si cela ne lui a pas donné une nouvelle bénédiction, cela a éveillé en elle une sorte de pouvoir sans nom. Godwyn est perplexe, mais se dit que ce n'est probablement pas dangereux puisque cela ne lui donne aucune envie meurtrière. Soudain, Tis sent que quelque chose s'approche d'elle. Red les reconnaît, ce sont des yeux de mouche, des drones de surveillance magiques qui se multiplieront et révéleront leur position s'ils sont attaqués. Ruti, complètement défoncé, les extermine tous d'un seul sort et s'élance dans la direction d'où ils venaient. Sans hésiter, Red la suit, et il trouve un Harry totalement détraqué qui les attend dans une salle. Il exige fanatiquement que Ruti vienne avec lui pour combattre le Seigneur Démon. Elle refuse catégoriquement et explique sa décision de rester avec Red. Fou de rage, Harry attaque Red, mais Ruti le poignarde aussitôt, lui disant qu'elle a évité ses organes vitaux et qu'il peut appeler ses agents d'assurance vie pour un paiement. Elle affirme alors fermement sa décision d'abandonner son rôle de héros. À ce moment-là, Shizanda arrive et propose d'aider le sage blessé. Harry, qui finit par comprendre la situation, réalise que cet homme n'a aucune bénédiction, ce qui signifie qu'il doit être un démon. Shizanda suggère qu'il fasse équipe. Il tente Harry en lui disant qu'une relique puissante du tout premier héros est cachée au plus profond de ses ruines, une relique qui pourrait forcer Ruti à revenir à ses côtés. Harry, désormais complètement dans le déni, est déterminé à trouver la relique du héros à tout prix. Il croit que le but de toute sa vie est de combattre aux côtés de son héroïne, Ruti, et il est prêt à tout pour que cela devienne réalité. De retour avec le groupe, Wesley raconte à tout le monde leur rencontre avec le sage déséquilibré, et il réalise que les yeux de mouche étaient son œuvre. Pendant ce temps, Tis détecte les mouvements d'Harry à proximité, confirmant qu'il se dirige vers les niveaux inférieurs des ruines avec une autre personne, qu'il suppose à juste titre être Shizanda. Avec ces informations, le groupe décide de partir à sa poursuite pour stopper le plan idiot qu'il a concocté, et Godwyn n'a pas d'autre choix que de les suivre, comme Mike Pence, pour rester en sécurité. Pendant ce temps, Théodora conduit Danan dans les ruines. Elle lui dit qu'elle l'a amené ici parce qu'elle veut qu'il soit avec elle, quoi qu'il arrive. Danan, qui n'a pas de temps à perdre avec ses énigmes, lui dit simplement de faire ce qu'elle veut pendant qu'il fait de même. Il se ferait alors un chemin à travers les ruines à coups de poing et trouve Harry et Shizanda. Le démon l'attaque immédiatement, mais Danan, renforcé par sa nouvelle prothèse, le domine facilement. Shizanda appelle désespérément Harry à l'aide. Après un moment d'hésitation, Harry lance un sort pour distraire Danan, permettant à Shizanda de le poignarder et de le faire exploser de l'intérieur avec un puissant sort. Malgré le coup fatal, Danan parvient à continuer de combattre le démon, qui a maintenant révélé sa véritable forme, jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement. Alors que Danan s'effondre, Harry remarque à quel point il se sent calme après avoir trahi un allié. Il réalise que c'est le même sentiment qu'il a ressenti lorsqu'il a manipulé Gideon pour qu'il quitte le groupe afin de prendre sa place. Il suit Shizanda plus profondément dans les ruines, et ils arrivent dans une salle contenant les véritables épées sacrées, qu'ils appellent les Vengeurs Sacrés. Shizanda explique que l'épée que Ruti utilise actuellement n'est qu'une vulgaire copie chinoise, et que sa bénédiction n'est elle aussi qu'une imitation de la volonté du héros originel, tout comme l'implant mammaire de Kim Kardashian. Il révèle alors à Harry leur plan. Ils doivent donner à Ruti la véritable épée et lui retirer la seule chose qui alimente son désir d'être une personne normale.
Dès qu'il entend cela, Harry comprend exactement de quoi il s'agit, son frère Gideon. Pendant ce temps, le groupe de Red progresse à travers les ruines et Ruty remet à Red son ancienne épée préférée. Il pénètre bientôt dans une salle où il trouve Chizanda déguisé en ancien maître de Rislett, le capitaine maléfique de la garde royale. Sans hésiter, ils attaquent l'homme, mais peinent à s'approcher de lui, car Harry utilise la magie du feu pour les tenir à distance. Ruty les protège des flammes et dit à Harry qu'elle lui pardonnera s'il se rend maintenant. Mais Harry est déjà allé trop loin à ce stade. Les deux frères et sœurs déchaînent des attaques puissantes, essayant de prendre le dessus l'un sur l'autre. Ailleurs, Albert et Théodora trouvent Danan, grièvement blessé, et lui administrent des soins, finissant par lui sauver la vie. D'un autre côté, le combat entre Ruty et Harry fait toujours rage. Harry tente de forcer Ruty à toucher le sacret d'Avanger comme un fichier PDF, mais elle crée un immense tourbillon qui brise les armes de tout le monde. Soudain, Théodora intervient pour goûter elle aussi à l'action. Elle enchaîne Rislett près d'un monstre et commence à se battre contre Ruty, déclarant que le héros doit être sacrifié pour le bien du monde. Ruty insiste sur le fait qu'elle ne veut plus être le héros, mais Théodora rétorque que d'innombrables vies seront perdues si elle n'accomplit pas son devoir. Elle affirme que même si Gideon est fort, il ne peut pas vaincre le Seigneur Démon sans son aide. Quelques instants plus tard, Rislett se libère des chaînes et confronte Théodora, lui demandant pourquoi elle pense qu'il est acceptable de faire reposer le destin du monde sur les épaules d'une seule personne. Théodora lui rappelle que le groupe du héros a sauvé son village, mais Rislett la corrige en disant que c'était leur stupide petite bande, un groupe composé d'individus avec leurs propres convictions, qui a sauvé sa patrie, et non une soi-disant volonté divine homosexuelle. Cependant, elle soutient que les gens sont bien plus que leur bénédiction. Théodora la rabroue aussitôt, disant qu'elle ne devrait pas remettre en question le plan du Tout-Puissant. Mais Rislett lui répond qu'elle a tort de faire peser un fardeau aussi lourd sur quelqu'un qui est manifestement en souffrance. Pendant ce temps, Ruty voit le monstre reprendre connaissance et la bat comme une reine pour protéger Rislett, mais Harry lance un autre sort, créant un mur de fer qui les sépare des autres. Ruty essaie de sauter à travers, espérant les sauver, mais échoue lamentablement, et Chizanda profite de l'ouverture pour briser son épée. Harry célèbre sa victoire sur Red et va affronter Tis, qui lui dit que ses idées tordues sont fausses et qu'elle est déterminée à permettre à Ruty de mener une vie normale. Au moment où le mur de fer est sur le point d'écraser Red et Rislett, Danan, désormais rétabli, utilise sa force immense pour les sauver. Libéré de ses entraves, Red fonce immédiatement sur Harry. Avec l'aide de Rislett, il esquive les sorts du sage et lui tranche les deux mains, le laissant gisant au sol, en sang. Ruty poursuit son combat contre Chizanda, qui lui dit qu'elle ne mérite pas une vie paisible parce qu'elle est l'héroïne. En entendant cela, une profonde rage s'éveille en elle, provenant de la bénédiction de l'innommé. Elle l'attaque sans relâcher, dans sa fureur, elle saisit sans s'en rendre compte l'une des sacrées de Vengers et l'abat sur lui. Elle rejoint les autres, mais cette fois, quelque chose ne va pas. Au lieu de les aider, elle se retourne et attaque Red, qui est en train de soigner les blessures de Théodora comme un vrai gentil. Aussitôt, Tis se place devant Red pour le protéger et tente de raisonner Ruty, qui affiche désormais un visage totalement vide, sans la moindre émotion. Red dépose doucement la blessée Tis au sol pour faire face à la tronche insupportable de sa sœur, qui est maintenant en mode héroïne complètement tarée. Impassible, elle l'attaque alors sans la moindre hésitation. Red esquive habilement son assaut et, avec sa pauvre épée en bronze, la désarme proprement. Par inadvertance, le choc de la manœuvre ramène enfin cette petite fille à la raison. Aussitôt, Ruty se précipite auprès de Tis, essayant de la soigner de ses blessures. Mais ses pouvoirs ne répondent pas, la faisant se sentir totalement impuissante pour la première fois de sa vie. De son côté, Théodora, soudainement prise d'une conscience éclairée, intervient et soigne les blessures de Tis à sa place. Elle dit qu'elle ne demandera pas pardon, affirmant qu'elle croyait vraiment que trahir Ruty était le seul choix qui s'offrait à elle. Théodora admet qu'elle n'a jamais compris pourquoi Ruty n'a pas cherché Gideon, mais après toute cette histoire, elle réalise qu'être un héros est un destin solitaire et cruel qui ne convient pas à tout le monde. Un peu tard pour cette révélation, mais ce n'est pas grave. Alors que Théodora s'apprête à accepter sa punition, Albert l'interrompt, arguant qu'elle s'est battue pour le bien du monde et qu'elle devrait être épargnée. À ce moment-là, Tis reprend connaissance et s'excuse auprès de Ruty de l'avoir inquiétée, mais Ruty est simplement soulagée de l'avoir en vie. Finalement, Ruty dit à Théodora qu'elle n'a jamais voulu être l'héroïne et qu'elle souhaite juste vivre sa vie comme une citadine. Elle dit que la détermination tordue de Théodora fait d'elle bien plus une héroïne qu'elle ne l'a jamais été elle-même. En entendant cela, Red ajoute qu'un véritable héros est quelqu'un qui sauve le monde de son plein gré, et non parce qu'une bénédiction l'y oblige. Inspirée par ce discours un peu ringard, Théodora demande si elle peut devenir une guide comme lui. Red lui répond que c'est tout à fait possible, et elle se rend compte que c'est une vie bien meilleure que de se battre contre ses amis pour des lois divines complètement tordues. Quelques instants plus tard, Red retourne à sa boutique pour la trouver complètement saccagée, grâce à Harry. Mais alors que la neige commence à tomber dehors, il oublie tout à fait les dégâts.
Ruti et Tis le rejoignent aussi, et Ruti est fou de joie, ressentant le froid pour la première fois depuis des années. Les voyant enfin créer des liens, Red les invite à entrer pour le petit déjeuner. On découvre que la nouvelle bénédiction sans nom de Ruti est assez puissante pour contrôler les autres bénédictions, mais elle s'en sert surtout pour désactiver son mode héroïque. Elle leur confie que son nouveau rêve est d'acheter une ferme comme Bill Gates et de cultiver des herbes médicinales. Plus tard, ils assistent tous aux funérailles d'Harry, priant pour qu'il ne souffre pas dans sa prochaine vie, ce qui est probablement plus que ce que ce manipulateur mérite. Ensuite, le groupe discute de ses projets d'avenir. Danan annonce qu'il partira dans quelques jours, mais il exprime son inquiétude quant au fait que Shizanda ait pu manier des épées sacrées. Red suggère qu'il pourrait y avoir une autre épée disparue quelque part. De retour à la boutique, déjà entièrement restaurée par Gonz, Risley avoue à Red qu'elle a une peur irrationnelle de se réveiller un jour et de le trouver parti. Elle explique que, puisque tout le monde semble avoir besoin de ses conseils, elle craint qu'il ne parte guider quelqu'un d'autre. Risley avait même peur qu'il ne veuille pas revenir après la destruction de la boutique. Cependant, avec une saucisse bien dressée dans son pantalon, Red lui dit quelle est la seule raison pour laquelle il revient chaque jour. Il lui avoue que la première fois qu'ils se sont retrouvés à Zoltan, ses paroles l'ont rendu heureux parce qu'elle l'a vu tel qu'il était, brisé et perdu, mais qu'elle a quand même choisi de rester avec lui. Sur ces mots, ils partagent un moment d'intimité, discutant de leur avenir. Red lui dit qu'il veut passer le reste de ses jours avec elle, et qu'il a hâte d'avoir des enfants un jour. Il demande à Risley quelle est sa pierre précieuse préférée, et elle lui répond qu'elle préfère celle qu'il choisira pour elle. Le lendemain matin, Red et Ruti partent explorer la ville comme de vrais frères et sœurs, pour une fois. Il présente sa sœur à tous les commerçants du coin et lui achète un cadeau. En se promenant, elle lui confie à quel point elle est heureuse de passer enfin du temps avec lui et de se faire de nouveaux amis. Elle demande à Red de rester avec elle pour toujours, et il lui promet qu'il sera à ses côtés aussi longtemps qu'elle le voudra. Il s'allonge alors dans l'herbe, et Ruti, enfin en paix avec sa véritable nature, s'endort comme un bébé. Mais dans un anime d'action, la vie paisible ne semble jamais durer longtemps. De retour à la pharmacie, Megria de la guilde débarque en urgence et demande l'aide de Ruti. Une bande d'ogres a pris le contrôle d'un village voisin et capturé plusieurs aventuriers. Sans hésiter, Ruti accepte d'aider. Tis sourit, remarquant que Ruti est toujours une héroïne, mais qu'à présent elle se bat de son plein gré. En partant, Red lui dit qu'il préparera tout ce qu'elle voudra à son retour. Comme on pouvait s'y attendre, cette petite demande du lait chaud avec du miel. Dans la scène finale, l'alchimiste Godwin discute avec Leif Yarandrala à propos de Zoltan. Il dit que même si c'est une ville ennuyeuse, il pense que c'est l'endroit parfait pour mener une vie tranquille. En entendant cela, Yarandrala se lève avec un air déterminé, montrant clairement qu'elle veut revoir Gideon et Risley. Si vous voulez qu'on couvre la saison 2 de cet anime, commentez, pick me, ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.